Ah non, Toto, moi je suis pas du tout financier. Je lis juste l'article que j'ai vu. J'ai pas de compétences là-dedans spécifiques, hein. Je suis pragmatique là-dessus. De ce que j'ai compris, attends, c'est qu'a priori il y avait 13 établissements financiers ou banques qui étaient liés au projet de rachat des parts d'IDG, Pathé et Olas. C'est ce que j'ai lu dans l'article. Et qu'il y en a une qui était proche de Chelsea qui est en train de faire défaut. Et qu'a priori, l'idée, c'était de réduire sensiblement de 2 tiers la dette du club, donc qui est de plus de 300 millions d'euros, comme le disait Kinder Donao. Et le projet de rachat, c'était de réduire la dette, voilà, autour de 100 millions d'euros, hein, si je comprends bien à peu près, 80, voilà. Donc les 86 millions d'euros déjà, c'était pour réduire de la dette, euh, contrairement à ce qui nous a été annoncé. Parce qu'il faut savoir que quand tu montes tous cet OL Valley et que le stade ne se remplit pas Covid ou pas Covid, et ben les recettes et les remboursements en banque sont beaucoup moins faciles. Et alors voilà, donc tu contractes des dettes auprès d'autres établissements, ce qu'on appelle la titrisation, de peu que je connaisse. C'est-à-dire qu'en gros, tu te réengages à t'endetter auprès de banques pour générer du cash qui va te permettre de rembourser des banques qui t'ont permis de construire le stade et tout ça. Tu comprends? Donc en fait, tu es en train de rembourser tes banques américaines, hein, je crois, pour le stade, grâce à d'autres prêts. C'est pour ça que pour Paqueta, il n'y avait pas le choix. C'est pas la peine de nous raconter des salades, l'ami Vincent Ponceau. On devait vendre Paqueta, financièrement. C'est le seul adverbe qui tient, c'est financièrement. Le sportif est très loin maintenant. Tu as une montagne de dettes, tu as deux associés qui ont mis le couteau sous la gorge de Jean-Michel Aulas, et t'as un repreneur qui vient et qui dit voilà, moi j'ai des établissements, j'ai des garanties bancaires, j'ai des lettres de recommandation, enfin des lettres de crédit, on appelle ça, je crois, en finance, qui permettent de dire qu'il y a des gens qui ont des letters of intent, terme anglais, des lettres d'intention, qui disent en gros, mes copains, je vais m'engager dans un processus où moi, monsieur de Reebok, j'ai l'argent pour machin. Donc en gros, comme des cautions, quoi. En gros, voilà. Avec des lettres d'intention, c'est-à-dire qu'ils disent, moi, je souhaite investir 100 millions d'euros dans le projet de John Textor Eagle Football Incorporation. Je te sors un exemple, hein. Afin qu'il puisse reprendre le club de l'Olympique Lyonnais. Voilà. Donc il est venu avec quelques courriers dans ce style-là, assermentés. Sauf que le souci, c'est que tout le monde ne suit pas forcément John Textor et qu'il y a une multitude, une dizaine de personnes derrière tout ça. Et que dès qu'il y en a un qui lâche, bah, le domino a tendance à partir en sucette, quoi. Donc après, il faut que tu retrouves un mec en toute urgence. Alors ça peut se faire, hein, au-delà du 30, hein. Oui, évidemment, il y a un peu de souplesse, hein, voilà. Mais ça veut aussi dire que le financement devient de plus en plus lourd et la machine financière de l'OL devient de plus en plus lourde. Avant, tu avais trois associés, en gros, IDG, Pathé et Jean-Michel Aulas, via Allnest. Et là, tu risques de te retrouver avec un associé, mais une multitude de financiers derrière qui sont tous avides de récupérer leur dû une fois que c'est investi. Donc moi, ça m'augure rien de très très bon tout ça. Parce qu'une fois qu'on aura une vingtaine de mecs, qu'on remboursera le stade, que chaque mec aux États-Unis devra récupérer en fin de trimestre ses dividendes et machin, t'auras pas de sous, t'auras pas de sous pour faire du transfert et du sportif. Parce que moi, en fait, le club, moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais on est tellement dans la merde financièrement que je vois pas le bout du tunnel. Si ça merde avec Textor, de ce que j'ai compris, et ça c'est le deuxième volet, dans ce cas-là, après le 30 septembre, c'est IDG et Pathé qui reprennent la main sur la préemption de leur part, de la vente de leur part. Et c'est plus Jean-Michel Aulas. Aujourd'hui, Jean-Michel Aulas était libre de s'engager avec le mec qu'il voulait. Donc, en l'occurrence, à défaut de prendre Foster Gillette, il a orienté vers John Textor. Si ça passe pas avec lui, ils reprennent la main sur leur vente. Ça veut dire qu'en gros, ils remandateront la banque reine, a priori, et dès qu'il y a un actionnaire qui leur plaira, ils choisiront et Olas n'aura pas son mot à dire. Voilà. C'est tout ce que j'ai compris de l'article, hein, à peu près, très très liminaire, hein, très simple. Tu peux en faire un édito si tu veux, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas financier, hein, je suis pas DAF, pas machin. Je lis la presse comme tout le monde. Mais c'est vrai que l'OL, depuis qu'il est sorti de sa galaxie Gerland, est devenu une entreprise titanesque avec des filiales, des holdings,
des travaux, des lignes de crédit un peu de partout. Et c'est vrai que là, c'est hyper lourd, quoi. Enfin, la bourse, voilà, c'est titanesque. Et au final, pour opérer le vrai du faux, c'est vrai qu'a priori, il y aurait plus de 300 millions d'euros, non pas de dette, mais d'endettement. Donc des sous que tu dois rembourser. Voilà. Et évidemment, l'endettement est d'autant mieux remboursé que tu remplis un stade, que tu remplis OL Bowling, que tu remplis OL Coiffure, que tu achètes des maillots, que tu fais de la billetterie. Mais tout ça, c'est beaucoup ralenti avec le Covid. Et puis, je suis pas sûr, mais ça, encore une fois, c'est beaucoup d'hypothèses. Je ne suis pas sûr, Thomas, que euh, vis-à-vis de Mediapro, tout était remboursé. Il y avait un projet quand même d'1 milliard d'euros sur le foot français. Ils n'ont pas payé Mediapro, même si Canal a récupéré la main derrière, c'était pas du tout au même prix. Donc évidemment, l'affaire Mediapro et l'affaire Covid, moi je sais pas à quel montant ça se chiffre la perte de l'OL. Ce que je sais, c'est que Jean-Michel Aulas a contracté à demander des PGE, des prêts garantis d'État auprès de l'État français, qu'on a beaucoup accordé pour sauver l'économie française et les entreprises françaises. Et ces PGE, faut les rembourser. Voilà. Et que ton stade, il est toujours plein autour de 60% de ses capacités, pas 90% comme convenu initialement. Donc c'est vrai qu'après, à un moment donné, Pathé, IDG, ils voient que ça va jamais faire la maille, l'endettement. Que l'équipe sportive, évidemment, c'est pour ça que moi, j'en parle toujours après. C'est qu'une fois que tu as décrit en 6-7 minutes ce problème d'endettement, de stade à rembourser, de pandémie et de médias pro, tout cumulé, d'un taux de remplissage du stade qui est pas conforme à ce qui était convenu dans le business plan initial, on comprend mieux pourquoi, dès qu'on a un joueur brésilien qui crève un peu l'écran, il faut vite essayer de le fourguer, et que ce soit Guimarães ou Paqueta. Et là, Vincent Ponceau, il ne peut pas dire l'inverse, Thomas, c'est pas vrai. Parce que si on fait passer de vente, on finit à plus 40 millions d'euros de transfert window, 42 je crois. Si on la fait pas, on est en négatif. Même s'il paye sur plusieurs années, West Ham, c'est pas un problème. C'est un actif vendu. Donc, on va enregistrer sur les prochains exercices cette vente. Elle est déjà enregistrée dans les exercices comptables. Elle est déjà en ligne d'écriture. Même si elle est étalée, le produit, il est là. Après, dans la compta, t'auras 15 millions une année, 15 millions, 15 millions, 15 millions. Non, mais ça, on le sait. Donc, le problème, c'est tout ça. Et Oussem Aouar, on est sur la même problématique avec lui. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est jeune, qui est talentueux, qui a du ballon. Et qui est français. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, ce mec, il vaut 25 millions, 30 millions à la sortie de la Coupe Covid. La Coupe 2019, la fameuse Ligue des Champions Covid. Parce qu'il fait des matchs sensationnels. Il est brillant. Donc, il est jeune. Donc, et il est international français en octobre 2020. Il a une énorme valeur. Donc, Vincent Ponceau et Aulas savent que le club est lourdement endetté. Donc, un joueur qu'on peut vendre 25-30 millions, on le vend. Et on a fait comprendre aux joueurs qu'on comptait beaucoup qui partent. Et après, le joueur, il se trouve qu'il n'a pas le club qu'il veut, et puis on rentre dans un bras de fer. Voilà. C'est comme ça que vous rentrez dans les bras de fer. C'est pas ni l'OL, ni Oussem Aouar que je critique, c'est que il a une valeur marchande, ce joueur. Et il était peut-être pas prêt de partir, il a peut-être pas envie de partir, et puis il a pas le club qu'il veut, et puis il est peut-être un peu trop gourmand sur un salaire sur Arsenal, et puis ça se fait pas, ça se fait. Il suffit d'un rien et ça se fait pas un transfert. Et quand ça se fait pas, après, le joueur, il est moins motivé, il traîne les pieds, il se dit, finalement, je reviens à l'OL alors que j'étais à 2 doigts de signer Arsenal ou un autre club, peu importe. Et puis sa saison, elle s'enchaîne mal, la blessure, elle vient, et la cote, elle dégringole, et patati, et ça part en vrille totale. Alors que il y a 2 ans, ce joueur était sublime. Sublime. Voilà. Et donc, sa cote, elle cote aujourd'hui autour de 5-6 millions, parce que fin de contrat, fin de mercato. Le joueur, si on le vend pas là, il est plus vendu. Sauf qu'on veut le faire prolonger. Pourquoi? C'est logique. Parce que ce joueur, en prolongeant, il reprend de la cote au marché. Donc, il reprend 5 millions. Il vaut peut-être, il passe de 5 à 10 millions. Et puis, s'il réenchaîne les performances, il remonte à 20. Donc, c'est un baromètre. Et quand tu te retrouves dans des baromètres, Thomas, tu te retrouves, l'OL, c'est sûr que ça ferait pas vilain de récupérer 20 millions d'euros sur Oussem Aouar. Le problème, néanmoins, de cette philosophie, c'est que tu payes quand même 250 000 euros le joueur. Donc chaque année, alors moi je crois qu'il y a des charges aussi à rajouter, mais je sais pas à quelle hauteur exactement. Chaque année, ton joueur peut te coûter entre 6 et 8 millions d'euros finalement. Donc ce que tu es censé gagner en transfert, tu peux le perdre en salaire. C'est très vite compliqué. Donc l'idée de signer Ryan Cherki, c'est qu'il explose pour vite le vendre. Parce qu'on est très endetté. Parce que Vincent Ponceau a raison, notre système de financement n'est pas celui des Qataris, et ça, c'est plutôt louable à la base, le modèle allemand.
d'autofinancement avec un stade en propre. Mais le système de l'autofinancement a un gros problème, c'est que tes amortissements et tes endettements sont extrêmement élevés. Donc, ça se fait forcément au détriment du chemin sportif. Quand on était à Gerland et qu'on n'était pas propriétaire de ce stade, on payait une location, on pouvait faire des coups dans le mercato parce qu'on achetait un joueur, on le revendait, on faisait une belle plus-value, on pouvait construire une équipe parce que la donnée financière était plus simple, la donne financière était plus simple. Aujourd'hui, la donne est très compliquée, elle est liée à l'endettement du club. Donc, Guimarães Paqueta, c'est 50 plus 62 en vente sans bonus. Pour des joueurs achetés, je crois, entre 20 et 25. Donc c'est exceptionnel. Voilà, là on se dit, c'est un bon bol d'air de les avoir vus partir. Sauf que sur le terrain, c'est pas un bon bol d'air. Ça peut pas aller ensemble. Si le club va mieux financièrement, le club va moins bien sportivement. Mais si le club va mieux sportivement, c'est-à-dire qu'on a beaucoup investi, le club est encore plus lourdement endetté. C'est un jeu perpétuel. Enfin, Thomas et les auditeurs, hein, parce que je pense que Thomas va le mettre en édito à force. C'est un jeu perpétuel de si le verre est vide d'un côté, il est plein de l'autre. Il faut pas critiquer Ola, c'est un choix qu'on a fait en quittant Gerland et en rentrant dans le modèle allemand du stade et de tout le parc de loisirs qui va autour. Ah pareil, la section féminine est rentable, plus rentable. De toute façon, l'OL est très proche du mot finance, plus que du mot sportif, depuis une dizaine d'années. Ce stade, j'en ai rêvé, le stade des Lumières, je l'avais mis en fond d'écran de mon ordi il y a une dizaine d'années, j'en rêvais. On a tous le complexe face aux Parisiens, les petits provinciaux. Ah, je le voyais, il était beau, il ressemblait à un diamant et tout. Mais j'aurais jamais cru 15 ans après en arriver là sportivement, puis finalement de me dire, c'est quand même la boîte de Pandore qu'on a ouvert. Voilà, on est comme Icare, on s'est brûlé nos ailes pleines de cire, en se rapprochant du soleil, on s'est brûlé les ailes et on tombe. On a vu peut-être trop gros pour la ville, l'agglomération, la métropole, en ayant cet outil. Je crois que c'était trop gros et que ça aurait été possible d'avoir cet outil si on avait des fonds souverains. C'est pour ça qu'à un moment donné, je critiquais beaucoup le PSG, parce que j'étais un peu jaloux, hein, je vais être honnête. Hein. Évidemment, vous pouvez acheter tout le monde. Et c'est vrai que demain, si c'est un Qatari ou un autre qui rachète notre club, ben en fait, ils récupèrent le patrimonial et en même temps, on sait qu'ils sont pas limités sur le sportif, parce qu'ils achètent de l'image. Mais c'est vrai que c'est dur, comme à Arsenal, c'est dur de joindre le béton avec le sportif. C'est parce qu'il y a les banques derrière. Et les banques, elles demandent les sous. Voilà, j'ai fait un peu le topo. On tombe en édito comme tu veux. C'est toi qui choisis, mon grand. Si ça peut éclairer si ma vision que j'ai, parce que je suis pas financier, encore une fois, je suis supporter. Si ça peut éclairer un petit peu les fans, c'est pour ça que je tempère. J'ai beaucoup tempêté sur Jean-Michel Aulas et Vincent Ponceau et Bruno Chéroux et Juninho et Peter Bosz, mais finalement ils sont pris dans une mécanique quasiment insoluble aujourd'hui. Donc moi, je vais même plus vraiment leur tirer dessus. Ce que je critique le plus, c'est qu'il a fallu que ce soit les actionnaires qui tirent la sonnette d'alarme. Vous savez, comme dans le métro, quand tu tires un grand coup et que tu freines, la rame, elle freine. Et ces gens qui ont freiné, c'est les actionnaires chinois d'IDG et monsieur Jérôme Sédou de Pathé. Ils ont dit stop, on arrête la casse. La tirelire, elle fuit, on arrête. Et si c'est pas eux qui le font, mon ami, c'est personne d'autre. On va dans le mur. Mais sauf que ce chemin qu'on a pris, tu peux pas t'en sortir comme ça maintenant qu'il y a le stade, qu'il y a tout qui est monté. Tu vas au bout du tunnel où tu vas plus, tu peux plus faire marche arrière. Alors après, les supporters, ils râlent. Et c'est ce qui fait en l'occurrence le succès de la chaîne Lyon Fan TV aussi, parce que on a presque plus d'animation à regarder aujourd'hui la chaîne Lyon Fan TV, ou les ragotages, un jeu un peu trash, hein, ou les analyses, plutôt que sur le terrain, parce qu'on se fait chier. Alors qu'avant, on s'éclatait sur le terrain, donc on s'en foutait de faire des commentaires à côté. C'est pareil, plus la chaîne est forte, moins ça va bien sur le champ. C'est ça qui est dingue. Moi, je suis supporter de l'OL. Les mecs qui disent c'est pas supporter de l'OL, le premier supporter de l'OL. Il n'y a aucun souci. D'ailleurs, pas de premier supporter. On est tous supporters de l'OL. Malheureusement, moi, je suis arrivé à l'étape d'après, et c'est ce qu'avait dit une fois Antoine de Madagascar. Il dit j'ai compris, on se comprenait pas trop de tour à fois. Moi, l'OL a une vie avant et après Jean-Michel Aulas. Ça peut vous plaire, pas vous plaire. C'est comme l'Angleterre. Il y a avant 1952 Élisabeth II, et il y a après 2022 Élisabeth II. Il y a avant et après. C'est dur à dire, mais il faut faire une abstraction. Hein. Jean-Michel Aulas, sa période est comptée. Il faut vous y habituer, mais même pour lui. Il faut s'y habituer, c'est comme ça. C'est la vie, on n'est pas immortel, on n'est pas Dieu. La vie se termine pour tout le monde. Il y a un début, il y a une fin. Il n'y a que Dieu qui a un alpha et un oméga. Hein. Voilà, Dieu est atemporel. Hein. Quelle que soit sa religion monothéiste ou polythéiste. Voilà, je précise. Je fais pas de préférence. Dieu est atemporel.
D'ailleurs, Dieu est le nom qui ne se dit pas dans beaucoup de religions. Voilà, et là, on n'est pas face à des dieux. Et quand on dit Benoît Chéroux, non, Bruno Chéroux, pardon. Bruno, c'est son frère. Quand Bruno Chéreau dit, voilà, mon département en recrutement est composé de 4 personnes, c'est pas qu'il voudrait pas en avoir plus. Je pense qu'il aimerait, comme tout recruteur, avoir un département plus gros, mais ça coûte de l'argent d'avoir des scouts. On n'est pas Chelsea avec 50 scouts, parce que le club de Jean-Michel Aulas est en vente aujourd'hui. Donc quand vous vendez une entreprise, ça n'est pas injecté, hein. Alors évidemment, l'académie, vous mettez des sous parce que ça vous permet de sortir des Cacrès, des Cherki, des Bar, des Gouiri, des Fekir, j'en ai oublié, hein, mais voilà, vous comprenez mon philosophie, qui coûte finalement quelques millions d'euros pour une vente qui peut s'échelonner autour d'entre 5 et 25 millions d'euros. Voilà, quand c'est Fekir. Mais on n'a pas d'autre choix que de se dire ça. Alors après, bah évidemment, vous regardez le match contre le PSG, de toute façon, c'est pas du tout le même mode de financement. Vincent Posso a raison. On n'est pas dans le même mode de financement, on n'est pas dans le même mode d'analyse, on n'est pas dans un fonds illimité. Il y en a un qui est très endetté, l'autre est très endetté, mais c'est un fonds souverain, donc ça pose pas les mêmes problématiques. Voilà. Donc c'est vrai que le problème aujourd'hui, c'est que le club est en vente. Et c'est officiel depuis le mois d'avril. Mettez-vous ça en tête. Le club olympique lyonnais est officiellement en vente. Forcé par les autres actionnaires, IDG épaté. Et je l'avais dit à l'époque, j'ai dit Thomas, c'est une révolution. Alors tout le monde s'est passé tout droit parce qu'on parlait d'Europa League, mais l'information la plus importante au-delà du départ de Juninho de la saison passée, c'est quand on a appris dans le communiqué de l'équipe, transmis par les actionnaires, pardon, qu'IDG épaté vendait le club. Ils mentionnaient la banque Rennes, pour vendre. À partir de ce moment-là, le compte à rebours a commencé. C'est tout. Le compte à rebours a commencé. Le club olympique lyonnais est en vente malgré Jean-Michel Aulas, qui voulait le vendre plus tard. Et je le comprends. Il était encore en train de bâtir. Mais c'est vrai que son rêve, bravo à lui, parce que je le félicite pas assez, c'est un formidable bâtisseur. Formidable. Mais l'outil était vraiment trop gros. C'est dommage, mais maintenant il le sait. Il est hyper intelligent comme mec. Il sait que l'outil était trop gros. Voilà. C'est très facile de le dire aujourd'hui. Sauf que quand il lance l'opération au début des années 2005-2006, je crois que c'est par là que ça commence, il y a les terrains agricoles à racheter, il y a des mecs qui vous foutent au tribunal administratif parce que l'agriculteur, je sais plus comment ça marchait déjà exactement, il voulait pas vendre son terrain, il y a eu des offres, c'est passé entre... C'était très compliqué, financièrement, juridiquement, c'était des montages énormes, et après vous êtes pris dans le projet et vous êtes parti, quoi. Et vous faites plus marche arrière. Voilà, et ça, je peux pas l'enlever, qu'il a abattu, qu'il a franchi des montagnes, Jean-Michel Aulas. Des montagnes. Le club, il y a avant lui et il y a après lui. C'est comme l'Angleterre, il y avait la reine Victoria, il y avait la reine Elisabeth II, il y a avant, il y a après. Il y a toujours des grosses périodes. Et lui, c'est sûr que ce sera l'homme du siècle de l'Olympique Lyonnais. Il est l'homme le plus important qu'ait eu notre club depuis la fondation en août 1950. C'est l'homme qui restera sur les 100 prochaines années. Incontestablement, c'est impossible de dire autre chose. Et ça vaut tout l'or du monde. Et évidemment, c'est l'homme qui aura sa statue et qui aura toute notre reconnaissance à vie. Jusqu'à notre mort. Voilà. Et ça, bravo Jean-Michel Aulas. Maintenant, le problème, c'est qu'on est dans un no man's land. On a trop franchi et on n'a pas encore franchi le bout du tunnel. Voilà, j'ai fait un très long topo. À la base, c'était un message pour Thomas seulement. Je pense qu'il en fera un édito. L'état des lieux, c'est compliqué. Voilà, financier et sportif, ça peut pas aller ensemble à l'heure actuelle. Je me défends, je suis pas un financier, je précise, c'est juste une analyse. Hein, voilà, ça se débat pas, vous en faites ce que vous voulez. Mais si on se fait pas cette idée de ce que je viens à peu près de dire, alors avec des inexactitudes financières évidemment, je ne suis pas financier, plus ou moins avérées. Évidemment que si on se met pas dans cette projection, dans cette conversion du regard, on sera toujours avec la bave aux lèvres en critiquant des post-matchs contre Monaco, contre Paris et tout. Aujourd'hui, on a Peter Bosz parce qu'on peut pas faire mieux. On a quelqu'un comme Monsieur Chéroux qui n'est peut-être pas le recruteur parce qu'il n'a pas encore pu le prouver, parce que c'est un jeune recruteur, comme Luis Campos. Voilà, parce que et on a eu un jeune manager sportif comme Juninho, mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent avoir du talent et très très bien réussir comme Luis Campos plus tard, hein, les mecs, il n'y a pas de souci. On a eu un très jeune manager sportif sans expérience comme Juninho, qui était un très bon recruteur, je pense, mais pas un manager sportif. Donc on travaille avec des gens qui sont mis à des postes, pas que sur le terrain, pas forcément au bon moment, ni avec l'expérience suffisante.
Mais parce que ça coûte cher, les personnes compétentes. Voilà, ça coûte très très cher. Vous prenez un Luis Campos, vous vous saignez pour l'avoir aujourd'hui. Vous prenez un Galtier, vous vous saignez pour l'avoir aujourd'hui. Vous prenez un Ancelotti, je vous en parle même plus là. Et pareil pour les joueurs. Donc en fait, l'OL, ils réduisent la voilure sportivement sur le nombre, la quantité et la qualité du moment sur les hommes du management. Évidemment. Pareil, Vincent Ponceau, il est directeur du football. Thomas dit, c'est pas son poste. Non, c'est quelqu'un qui a un DAF ou un directeur juridique, je sais pas ce qu'il a exactement. Mais à la base, c'est de la négociation, son métier, je crois. C'est pas son métier d'être directeur du football à la base. Mais on va pas non plus s'appuyer sur 30 000 personnes. On ne peut pas aujourd'hui avoir un board de 30 000 personnes. Un management de 30 000 personnes, on ne peut pas. Financièrement. Donc Thomas avait raison, Paqueta, on l'a vendu par obligation économique, plus qu'autre chose. Allez, je vous laisse. C'était très très long. Mais il faut qu'on apprenne à être moins gourmand. On ne peut pas, les temps sont austères pour la France comme pour l'OL. Et faisons avec. Malheureusement, dans ce cas-là, il y a une seule stratégie. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 100, il n'y en a pas 1000. Alors j'avais dit, Textor va faire un audit, peut-être. Mais c'est surtout que au-delà de l'audit, désolé, il y avait un téléphone qui sonnait en même temps. Au-delà de l'audit, il faut surtout recruter malin et faire des plans malins. Comme avec Guimarães, comme avec Paqueta, c'est la seule solution pour s'en sortir. Allez, bonne journée. Au revoir.